nationalistes du port. Tant de responsabilità et tant d'espérance. Bonsoir. Air Corsica a confirmé sur les lignes de service public entre Marseille, Nice et les 4 aéroports de Corse. C'est le sens du vote de cet après-midi à l'Assemblée de Corse, d'où nous sommes en direct. Vote à l'unanimité. Avec nous, Flora Mattei, présidente de l'Office des transports de la Corse, Vanina Borromei du groupe Avancem et Jean-Martin Mandolone du groupe Unsofuno. Bonsoir, merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation. Flora Mattei, Air Corsica restera donc seul sur le bord à bord, y compris sur les lots de Ajaccio-Marseille et Bastia-Marseille, malgré l'offre concurrente de Volotea. Offre financièrement qualifiée de très satisfaisante, quand celle d'Air Corsica est estimée satisfaisante. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a prévalu? Alors, il faut revenir sur la genèse. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de tours de négociation pour essayer de cadrer au niveau de l'Office des transports les différentes faiblesses pour certains candidats, de façon à chaque fois à trouver quels étaient les points sur lesquels on pouvait faire des améliorations pour chacun des candidats, y compris donc, les candidats les moins de 10 ans, pour voir, parce que donc, du coup, ce qu'ils nous avaient proposé était une offre qui n'était pas forcément en adéquation avec le service public et la qualité du service public qu'on y attache. En gros, les offres ont évolué au cours du temps. Exactement, exactement. Il y a eu donc les plus de Volotea, par exemple, une grille tarifaire très intéressante. Il y a eu, bien sûr, comme vous le disiez en introduction, une compensation financière qui était particulièrement faible, en quelque sorte. Et puis, bien sûr, il y a eu des points sur lesquels ils maîtrisaient moins en fait les différents postes de compensation. Donc, je parle du carburant, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent moins parce que donc, du coup, ils ont dû faire une couverture carburant beaucoup plus longue et c'est ce qui fait en fait que finalement ça a dégradé l'offre du début à la fin. Ils payent le carburant plus cher que leurs concurrents. Exactement. En revanche, qu'est-ce qu'il en est du service public qui est un petit peu le moteur pour cette affaire? La contrepartie, c'est celle de Air Corsica qui, elle, pour le plus, je dirais, a une qualité de service qui est irréprochable, qui a fait donc toute la preuve du temps, de la qualité. Mais il y a aussi une politique au niveau de la responsabilité sociale des entreprises, de l'environnemental, mais aussi une prise en charge millimétrée des passagers médicaux. Et au fil donc, des négociations, ils ont vraiment réussi à trouver le juste équilibre pour pouvoir faire infléchir cette courbe, parce que du coup, il y a eu vraiment un croisement de ces deux courbes finalement, pour atterrir sur un niveau de compensation qui était plus ou moins similaire que celui proposé in fine par la compagnie Volotea. Vanina Borromei, vous avez été auparavant présidente vous aussi de l'Office des transports. Vous n'avez pas participé aujourd'hui parce que vous êtes administratrice d'Air Corsica, donc vous n'avez pas participé au vote. On a senti quand même une certaine émotion, une certaine pression, on va dire, des salariés. Cette inquiétude, vous la partagez? On partage complètement cette inquiétude qui se renouvelle malheureusement tous les 4 ans. C'est une épée de Damoclès pour le service public et ce renouvellement, cette durée très courte qui est imposée par l'Europe et une inquiétude bien sûr parce que habituellement Air Corsica qui a cette mission de service public et qui a été créée pour ça et qui l'exécute en tout cas sur le bord à bord parfaitement, s'est retrouvé pas la première fois, mais en tout cas depuis quelques années, en concurrence. Donc il y avait effectivement une vraie inquiétude. Aujourd'hui, il y avait d'autres inquiétudes. Ils se sont manifestés. C'est bien sûr l'enveloppe de continuité territoriale qui ne permet pas d'attribuer l'ensemble des lots aujourd'hui. Et également l'inquiétude pour l'échéance à venir. Et elle était légitime sur la destination de Paris puisqu'elle n'a pas été attribuée aujourd'hui. Donc le rôle d'Air France qui va être, à mon avis, essentiel et crucial dans la décision à venir. Il y a vraiment des points en suspens qui devront être éclairés très rapidement. À ce propos, ce qui est des inquiétudes, on va écouter Gilles Simeone, on vous entendra après Jean-Martin Mandolone, évoquer cette difficulté justement sur la ligne de Paris qui sera attribuée plus tard. Je ne parle pas d'Air Corsica, je parle d'Air France. Air France m'a appelé la veille pour une annonce publique le lendemain pour dire qu'il se retirait d'Orly, vous le savez. On a demandé des engagements juridiques, des précisions, c'est en cours, j'en parle pas. Air France, à travers sa filiale d'assistance, a contracté avec Volotea, vous le savez. Air France a une stratégie globale à travers laquelle ils disent que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les longs courriers et que les vols intérieurs ne repartent plus, notamment à cause du Covid et à cause de la concurrence des autres moyens de déplacement. La question, elle a été posée par Jean-Christophe Angelini et par d'autres intervenants. Une des questions,
Quelle est la stratégie d'Air France? Est-ce que, y compris pour cette DSP, est-ce qu'Air France veut rester en course? La question, elle est posée. On verra les réponses qu'ils apporteront et nous apprécierons dans le cadre de la procédure. Jean-Marc Tamandelon, il y a eu tout à l'heure les applaudissements des salariés d'Air Corse et d'Air France, et il y a ce qu'on entend là dans le propos de Gilles Simeoni, une inquiétude très forte sur la ligne de Paris et sur les intentions d'Air France. On a entendu aujourd'hui des choses très contrastées, à la fois le soulagement des salariés d'Air Corse qui sont évidemment aujourd'hui satisfaits de l'issue de ce vote, sans surprise, tant il est vrai qu'il n'y a pas un seul élu, comme il n'y a pas un seul Corse qui ne soit attaché à cette compagnie, et c'est un attachement filial à cette compagnie depuis 30 années, depuis que Philippe Tchéka, au début des années 90, l'a créé. Il ne reste pas moins qu'en même temps que cet enthousiasme, on a entendu depuis ce matin une inquiétude digne, mais une inquiétude quand même sur l'avenir, notamment sur les liaisons avec Paris, qui sont liées à l'évolution de la réglementation et à l'obligation de réfléchir à terme à ce qui pourrait suppléer la délégation de service public, et à la fois au positionnement d'Air France, qui, on le voit bien, à terme va se retirer d'Orly. Donc, quid de ces salariés qui n'appartiennent pas à Air Corse, mais qui ne sont pas moins des Corses, et nous avons une responsabilité à la fois politique, morale, de bienveillance, de soutien, d'accompagnement d'un nouveau modèle qui doit à la fois satisfaire les obligations morale d'un bon service public et en même temps le niveau de salariat et l'impact économique que ces plus de 1000 familles, tout confondu, peuvent avoir sur l'économie de la Corse. Florent Maté, il y a donc les inquiétudes sur la stratégie d'Air France qui restent, on va dire, pas assez claires au regard de ce qui a été dit aujourd'hui, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que vous avez décidé, vous, de donner le marché sur le bord à bord parce qu'il y a des passagers médicaux, parce que 50% des gens qui montent dans les avions sur le bord à bord sont des résidents. En revanche, sur Paris, la ligne, y compris en termes, on va dire, de périmètre de service public, c'est pas certain que demain elle soit maintenue. C'est compliqué, ça aussi. Alors c'est très compliqué et c'est d'ailleurs tout le problème de ce second volet. C'est pour ça que la commission de délégation de service public a émis son avis à prioriser en quelque sorte des lots d'abord et ensuite passer à des lots avec des négociations qui se prolongent du coup pour le groupement Air France, Air Corse et Volotea sur les lots qui sont en concurrence. Il faut savoir de manière très claire que nous sommes dans un contexte particulièrement compliqué en termes de concurrence. On ne peut pas s'extraire en quelque sorte de ce contexte français européen. Nous avons des directives claires avec des règlements européens qui ne nous permettent pas vraiment de nous sortir de cette enveloppe-là. La priorisation, elle a été pour les lignes de bord à bord. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de passagers médicaux qui transitent, comme vous l'avez dit, donc, sur ces lignes-là, vers Nice et vers les centres de Marseille. Nous avons également un taux de remplissage au niveau des résidents qui est supérieur aux lignes parisiennes. Je vais vous prendre quelques chiffres. Il y a un passager résident corse sur 2 qui utilise les lignes de bord à bord, tandis que sur Paris, on est à 1 sur 5. Donc un résident corse. Très clairement, si demain, avec ces données-là, vous deviez appliquer la même grille sur Paris, en sachant que financièrement, on n'a pas les montants proposés par Volotea et par le groupement Air Corse en France, mais en tout cas, on peut imaginer que le coût soit différent. Si demain, vous deviez attribuer selon les mêmes critères, est-ce que cette notion de qualité de service, elle serait déterminante? Est-ce qu'elle ne vous conduirait pas, du coup, à opérer un autre choix, celui de Volotea? Alors, c'est une bonne question, étant donné que la méthodologie n'est pas transposable. Nous avons fait le choix à l'Office des Transports d'utiliser une critérisation hiérarchisée et non pondérée. C'est justement pour avoir une appréciation globale de l'offre qui nous parviennent, aussi bien de Volotea que de Air Corse ou que de Air France. Nul ne peut savoir exactement ce que seront en tout cas les résultats pour les négociations à venir, parce que les négociations continuent sur les lots de Paris. Mais en tout cas, soyez certains que la critérisation que nous avons appliquée pour le bord à bord sera en tout cas similaire à la critérisation que nous aborderons dans le sens parisien de la même façon. D'où les inquiétudes qui sont légitimes, mais qu'il va falloir en tout cas que l'on puisse fixer lors des tours de négociation
négociations que nous allons avoir à l'Office des Transports. Vanina Borromei ou Jean-Martin Mondelogne, ça veut dire qu'il y a lieu, peut-être, ça a été dit d'ailleurs aujourd'hui, il y a lieu d'anticiper et de faire en sorte que les compagnies évoluent dans un sens qui permette de préserver au moins les 300 emplois qui sont aujourd'hui à Air France, parce qu'il y a un danger. Je ne sais pas qui peut répondre. N'occultons pas le coût. Il faut rappeler que nous consommons l'intégralité d'à peu près les 190 millions qui nous sont octroyés par le législateur. Et tant que nous sommes dans ces enveloppes, nous sommes contraints. Vous savez, ce que demandent les usagers qui nous écoutent ce soir, c'est deux choses. Une qualité de service public, notamment en matière de fréquence, et un moindre coût. La qualité de service public, elle est au rendez-vous. Elle est fixée par le cahier des charges. Nous devons faire collectivement des efforts, nos compagnies délégataires avec nous, pour réduire le prix du billet qui est aujourd'hui considéré comme excessif et qui empêche un certain nombre de personnes... Qui a baissé quand même substantiellement par rapport à ce qui était auparavant. Qui a baissé substantiellement, mais qui est en train, impacté qu'il est par le coût de la vie, le coût du carburant et autres situations géopolitiques internationales, de regrimper. Donc on doit maîtriser le coût et en même temps faire une offre de service aux usagers qui soit digne de la demande, qui soit digne d'un transport de la Corse vers le continent, qui est ce qui était originellement. Ça a quand même été pensé pour s'aligner sur le tarif SNCF deuxième classe. On est loin du compte. Vanina Borromei, comment est-ce qu'on anticipe pour éviter la casse aujourd'hui, dans quelques mois, mais aussi dans les années à venir, parce que de ce qu'on comprend, les évolutions du marché à l'avenir pour Paris vont rendre la chose plus compliquée encore. Alors, pour ce qui me concerne, je pense que la destination de Paris n'est pas en danger. Je pense que c'est les modalités qui vont certainement évoluer. Comme l'a souligné le président du Conseil exécutif, par exemple, passer peut-être à une DSP qui serait plus basée sur l'aide sociale. C'est une évolution possible. Pour la desserte, moi je pense qu'elle sera toujours assurée. Ce qui est important de dire, on aurait dû commencer avant-hier cette transition, parce que nous savons aujourd'hui que dans le domaine des transports, comme dans tous les autres domaines, il y a des cycles à respecter. Le cœur de métier de la compagnie Air Corsica et le cœur de mission de cette compagnie, elle a été créée pour ça, c'est le service public, mais cela ne nous exonère pas justement quand on se retrouve dans des situations comme celle-ci de penser à l'évolution de cette compagnie qui est notre compagnie régionale. Nous en sommes en tant qu'élus de la collectivité actionnaire majoritaire, nous devons l'accompagner aussi dans son développement au-delà du service public. Cela se fait dans le maritime, cela se fait aussi dans l'aérien avec Air France qui n'a pas pour seule mission le service public, et nous devons aussi bien sûr soutenir et accompagner, même si nous avons demain la desserte de Paris à assurer pour les 4 années à venir, nous devons dès à présent assurer cette transition, y compris avec les salariés d'Air France, parce que personnellement je reste assez convaincue, vu les annonces qui sont faites par le groupe Air France sur les vols internes et leur volonté de se redéployer à l'international, que certainement sur la prochaine DSP en tout cas, ils n'y seront plus. Donc il y a énormément de choses à anticiper. Le travail commence dès à présent, nous l'avons dit. Il aurait dû commencer, j'insiste bien déjà, il y a quelques années. Le Covid, beaucoup d'éléments ont fait qu'on n'a pas pu se pencher suffisamment dessus, à mon avis. Mais aujourd'hui, il y a vraiment urgence et je pense que cela faisait partie des inquiétudes. Alors, cette situation rappelle vaguement ce qui s'est passé dans le maritime avec un contentieux. On attribue le marché à une compagnie, l'autre introduit un recours et puis au final, la collectivité est condamnée à débourser dans les 90 millions d'euros. Quid demain du comportement de Volotea quand déjà aujourd'hui il y a ce vote et puis demain il y aura un contrat de passé. Est-ce que vous craignez cette stratégie-là ? De toute manière, toutes les stratégies sont possibles. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde toujours plus procédurier. Nous avons vu qu'il a été possible, même dans le maritime, l'année dernière, quand nous défendions le périmètre de service public, que la société Corsica Ferries a également introduit des référés précontractuels sur les conventions de délégation de service public, que nous avons gagné. Donc le tribunal administratif de Bastia a validé le périmètre de service public. Donc il peut y avoir exactement la même chose dans l'aérien en transposition, en référé précontractuel, en contractuel, donc ça veut dire qu'une fois que les contrats seront signés, ou même à la limite la Commission européenne qui s'auto-saisit pour pouvoir interrompre complètement le contrat si nouvelle plainte il y a. C'est pour ça que nous ne pouvions pas passer de façon transparente et claire les différents lots de la délégation de service public, aussi bien pour le bord à bord et pour Paris. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et donc en tout cas, pour l'attribution partielle de ces lots-là,
est sécurisé au plan juridique et nous en sommes très, très contents et nous félicitons les employés et Air Corse. Rapidement, pour terminer sur cette notion de recours, Volotea a été condamné dernièrement pour travail dissimulé. Est-ce que cet élément-là, il vous permettrait, dans le cadre, on va dire, d'un recours, justement, de dire, ben voilà, nous, on n'a pas attribué pour telle et telle raison, dont celle-ci. On ne va pas pouvoir parler de ce genre de choses parce qu'il y a encore des négociations qui sont en cours sur les lots de Paris. Mais évidemment, ça va rentrer en ligne de compte s'il y avait demain un contentieux au niveau de l'attribution. On a déjà parlé tout à l'heure de l'enveloppe de continuité territoriale, 187 millions, 106 millions environ au CERF maritime, il ne reste plus que très peu pour l'aérien. Une rallonge de 40 millions a été obtenue, quid de l'avenir ? L'avenir consiste à faire la démonstration à Paris que depuis que cette enveloppe n'est pas indexée, il y a loin de la coupe aux lèvres et que nous ne pourrons pas assurer une desserte de qualité sans que ce sujet-là soit définitivement soldé et que l'enveloppe se situe davantage autour de 230 qu'elle ne se situe aujourd'hui autour de 190. Et en indexant, en arrêtant le principe de l'indexation chaque année, parce que le coût de la vie augmente, le coût du carburant augmente, on ne voit pas pourquoi cette solidarité nationale serait figée. Flora Matti, c'est un petit peu dans le package des discussions aujourd'hui avec le gouvernement dans le cadre de ce qui pourrait amener à l'autonomie. Évidemment, c'est dans, je dirais, les priorités pour résoudre vraiment les problèmes d'actualité de tous les Corses. L'autonomie, c'est un grand mot. Il y a aussi tous les sujets tenants justement qui touchent au quotidien de tous les Corses. Donc c'est avec en tout cas une énergie folle que nous déployons pour pouvoir aller avoir des réponses, obtenir des réponses. Et je rappellerai juste le nombre de courriers qui ont été envoyés par le Conseil exécutif pour justement faire réindexer cette dotation de continuité territoriale depuis des temps immémoriaux. Et donc ça fait partie vraiment des enjeux, notamment aussi les liaisons transfrontalières avec les pays des façades maritimes qui ne sont pas que françaises, qui sont d'ailleurs sur la table des discussions. Pour preuve, le dernier comité stratégique autour du traité du Quirinal pour la coopération franco-italienne. Ce que vous dites, c'est que si demain cette enveloppe était abondée, vous pourriez essayer de développer d'autres lignes? Alors, c'est vraiment à distinguer, c'est-à-dire que la dotation de continuité territoriale ne peut abonder que la continuité territoriale entre la Corse et le continent français. Libre à nous ensuite de pouvoir établir des coopérations supplémentaires avec des crédits de collectivité pour pouvoir développer donc des projets comme le métro aérien entre la Sardaigne, la Corse et la région Toscane par exemple. Alors on n'en est pas là, mais puisqu'on a abordé l'autonomie, il y a eu dernièrement, Jean-Martin Mandelogne, il y a un communiqué de Valérie Bodz, on sort tout à fait du champ, on va dire, des transports, pour évoquer, on va dire, la politique interne au groupe. Dernièrement, Valérie Bodz, il disait, s'est montré favorable à un transfert du pouvoir normatif. Alors je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qu'elle nous a donné à midi et puis réaction par la suite. Moi, ce que je dis, c'est que je suis favorable à un travail. Bien sûr, il y a des débats au sein du groupe. Bien sûr, il y a des débats avec les groupes nationalistes. Mais les nationalistes ayant acté la volonté de faire évoluer leur délibération, moi, je suis de celles qui veulent aussi acter une volonté d'évolution. Et nous devons peser, nous aussi, dans ces questions institutionnelles. Donc, je ne suis pas fermée aux discussions. C'est ce que je dis à l'intérieur du groupe. C'est ce que je dis aux autres groupes. Et c'est une question, y a-t-il un transfert ou non de la compétence législative? Le président de la République lui-même a été ouvert à transférer la compétence normative à l'Assemblée de Corse. Laurent Marcangel a précisé ce qu'il entendait par ce transfert. Donc aujourd'hui, nous devons travailler pour essayer de trouver un accord sur ces questions-là. Jean-Martin Mandelogne, il y a quelques années, vous étiez le représentant de la droite régionaliste. Valérie Bodz s'est présenté sous les couleurs de la droite républicaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez permuté? Non, je suis toujours régionaliste, mais je ne suis pas devenu nationaliste. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'on est sur un sujet très sérieux, très complexe, qui engage l'avenir de la Corse et qu'il faut avoir sur ce sujet-là le courage de la nuance. On ne peut pas commencer à ranger de façon schématique les gens en deux camps, ceux qui seraient plus évolutionnistes et ceux qui seraient plus conservateurs. Ça ne va pas fonctionner comme ça. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je me réjouis que ma famille soit traversée par des débats. Ça veut dire qu'elle s'intéresse, ça veut dire que chez nous, il n'y a pas un caporal qui dicte une conduite. Et qu'on va essayer ensemble de trouver un point d'équilibre. La troisième chose que je voudrais vous dire qui m'inspire à titre personnel, c'est que plus j'écoute celles et ceux que je consulte,
Et il reste du monde à consulter, parce que pour le moment, le grand oublié, les grands oubliés de cette histoire, ce sont les maires. On ne les écoute pas. On est entre nous, on est 4 ou 5, ou un peu plus, en conférence des présidents, on aurait vocation à décider de l'avenir de la Corse. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut élargir. Pour ma part, je serai fidèle à ce que je suis. Moi, je suis ni siméoniste, ni macroniste. Moi, je suis ma conscience. Comme je l'ai toujours suivi, je continuerai à la suivre. Et ma conscience, Dominique Moret, elle s'adosse à 2 principes fondateurs. D'abord, j'ai un parcours, j'ai une histoire politique. Et deuxièmement, je sais d'où je viens et à qui je dois mon élection. Quoi qu'il en soit, le pouvoir normatif, c'est ce que demandent les nationalistes. Vous n'étiez pas d'accord au début. Lorsque Pierre Diong, qui était dans votre groupe, est allé sur cette position-là, vous ne l'avez pas mis dehors, mais par la suite, il est parti. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à ce niveau de tension au sein du groupe ? Dominique Moret, on se paie de mots. Le pouvoir normatif, c'est le pouvoir de créer de la norme. Lorsque l'on dit qu'on va expérimenter ou qu'on va adapter la loi, c'est de la création de normes. Donc on est dans le pouvoir normatif. Le pouvoir normatif, il a des nuances. Ça peut aller jusqu'à la proposition qui est fixée par le Conseil exécutif, c'est-à-dire de produire de la loi uniquement sous le contrôle du Conseil constitutionnel. C'est le modèle abouti. Est-ce que dans l'entre-deux, il y a quelque chose qui, en dehors des positions de principe, des tweets ou des formules à l'emporte-pièce, peut permettre aujourd'hui un point d'équilibre? Si c'est le cas, on va essayer de le chercher ensemble, mais il ne faut pas exclure qu'il y a d'abord une proposition qui a été considérée comme minimaliste, qui est la nôtre, qu'il convient de reconsidérer pour ce qu'elle est, parce qu'elle est déjà du pouvoir normatif, et deuxièmement, de considérer que sur ce sujet-là, il y a quand même un risque d'hypercentralisation, avec au bout du compte un homme qui aurait toutes les caisses, qui aurait tous les pouvoirs dans un seul centre de décision. Je pense que cet aspect des choses conduit à avoir, à bien des égards, une attitude prudentielle. En tout cas, si vous voulez m'entendre dire que je suis prudent sur ce sujet, je le suis. Ça ne fait pas de moi un homme du passé, un ringard, mais quelqu'un de responsable devant l'avenir. J'insiste auprès de ceux qui nous écoutent, c'est un débat de fond qui va engager la Corse pour les 20 ans, 30 ans à venir, parce que le train ne va pas repasser. Ça exige un peu de nuance et ça doit nous conduire à éliminer toute tentative de schématisation de caricature. Merci Vénia Bolromei, merci Flora Mattei. L'Assemblée de Corse, les débats continuent. Tout de suite, le Corsica Zero avec Stella Rossi.